Aujourd'hui, je suis à Montpellier et je vais dans les locaux de Sandfall Interactive. Sandfall Interactive, c'est un studio de développement de jeux vidéo. Il y a quelques mois, ils ont sorti Clair Obscur Expédition 33. Et alors, Clair Obscur Expédition 33, c'est ça. Bon, le jeu, il a tout explosé au niveau mondial. En 33 jours, il a vendu plus de 3 millions de copies. C'est énorme pour un studio qui a été créé en 2020 et dont c'est le premier jeu vidéo. Alors moi, je vais aller visiter leur studio, les rencontrer, voir un petit peu comment ils ont créé ce petit banger, comment ils ont géré le succès et surtout, je vais essayer d'avoir des infos sur c'est quoi la suite. Allez, c'est parti! Clair, obscur, trouble de rature, trouvera effet. Clair, obscur, bordé aux peintures, trouvera sans elle. Clair, obscur, trouble de rature, trouvera effet. Clair, obscur, bordé aux peintures, trouvera sans elle. Bonjour, moi c'est Guillaume Broche et je suis CEO et directeur créatif chez Sandfall depuis maintenant 5 ans. Aux côtés de deux cofondateurs, François Maurice et Tom Guillermin. Alors Clair Obscur, c'est un jeu de rôle au tour par tour qui se passe dans un univers inspiré de la France de la Belle Époque et qui mélange un peu de fantaisie, de dystopie à cette France du début du XXe siècle. Et le concept du jeu, en fait, c'est qu'au bout du monde, il y a un monolithe avec un chiffre dessus. Et tous les ans, il y a cette entité qu'on appelle la Paintress qui se lève et qui repeint un chiffre sur le monolithe. Et tous les ans, ce chiffre descend de 1. Et à chaque fois qu'elle repeint ce chiffre, tous les gens qui ont cet âge ou plus disparaissent. Donc on va jouer une expédition qui va essayer d'atteindre la Paintress et de la détruire pour l'empêcher de peindre ce nombre qui est quelque part un compte à rebours vers la fin du monde. Moi du coup c'est Alan, je travaille à Sandfall depuis maintenant 4 ans et demi. Et en gros moi je m'occupe de la modélisation et le texturing de quasi tous les persos du jeu. On va avoir le script de Guillaume qui va nous donner des indications, genre des petites idées en fait, sur à quoi va ressembler le personnage plus ou moins dans les grandes lignes. Nico va le faire en dessin et une fois que ce dessin-là est validé, moi en gros je vais me charger de le faire en 3D pour pouvoir du coup pouvoir l'intégrer dans le jeu en fait. D'accord. Tu le fais en 3D, mais tu ne l'animes pas, tu crées juste le personnage. Et c'est ailleurs qui sera animé, c'est ça? Exactement, ouais. Au tout départ, en fait, c'était un projet perso que je faisais un peu sur mon temps libre pour m'amuser. Donc j'avoue que je faisais beaucoup de construction de briques et de brocs, d'assets que je trouvais un peu à gauche à droite pour essayer juste d'avoir un jeu qui marche. Et du coup au début c'était beaucoup plus steampunk. On avait une direction artistique qui était beaucoup moins poussée et avancée que ce qu'on a aujourd'hui. Parce que voilà, c'était un truc fait tout seul, donc forcément il y avait moins de temps à louer à chaque partie. Et depuis que du coup Nicolas Maxon-Francombe, notre directeur artistique, est arrivé sur le projet, on a complètement retravaillé la direction artistique pour avoir ce qu'on a aujourd'hui, justement ce mix de Belle Époque et de fantaisie, qui est beaucoup mieux que ce que je faisais tout seul. On va avoir un concept en 2D comme ça, où Nico va faire un petit dessin. Donc voilà, avec des fois une vue de profil, des fois non. Moi après je me charge de le faire en 3D, donc où je vais du coup tout sculpter, machin. Et après, en gros je dois le rendre game ready, donc du coup je dois l'optimiser pour qu'il puisse rentrer dans le jeu. Parce que là en l'occurrence, tu peux pas juste drop le modèle tel qu'il est comme ça. Je vais faire ce qu'on appelle des UV. Donc en gros, les UV, il faut imaginer que c'est le patron, comme si je devais le mettre à plat le personnage, donc du coup je dois faire son patron. Et en fait, à partir de ça, on peut faire des textures, donc du coup lui donner de la couleur, tous les détails, etc. Ça a mis pas mal de temps à chercher en fait une accroche scénaristique forte, où en 2 lignes, on arrive à créer une intrigue forte. Et du coup, moi de mon côté, en gros j'ai eu l'idée du monolithe avec les expéditions qui partent pour détruire cette entité qui repeint les chiffres. De manière extrêmement aléatoire, j'ai vu une image sur internet de quelqu'un qui marche dans le sable et j'avais l'impression que cette personne disparaissait un peu alors que pas du tout, et j'ai jamais réussi à retrouver cette image. C'était vraiment une image complètement random sur internet et à partir de là, je sais pas, il y a un truc qui s'est bloqué dans mon cerveau de ah mais ce serait cool en fait qu'il y ait un monolithe, ah mais ce serait par rapport à l'âge, ah mais ok, et là il y a une espèce de déclic qui a créé tout ça. Donc on en a parlé avec Jennifer du coup, avec qui je co-écris l'histoire. Et là, du coup, on s'est posé pour réfléchir, ok, mais pourquoi il y aurait ça? Et du coup, on a créé un peu toute la méta-histoire et tout ce qui se passe. Mais voilà, c'est parti de ce pitch, de cette accroche.
Et à partir de là, c'est de créer tous les personnages en fonction de cette accroche, de la réaction. C'est tellement un phénomène mondial que forcément chaque personnage aura un peu sa réaction par rapport à ce qui se passe et sa propre raison d'aller en expédition. Et après, c'est écrire le script. Et ça, c'est un travail joint entre Jennifer et moi, d'écrire tous les dialogues, tous les personnages, toutes les scènes, où l'histoire commence, où elle arrive et tout ce qui se passe au milieu. Là, du coup, par exemple, on voit, une fois que je le fais game ready, après, je peux faire du coup toutes les textures, donc du coup rajouter tous les détails d'ornement, de machin, tout en fait. Le tissu. Voilà, exactement, pour pouvoir du coup le rendre game ready. Et, du coup, là, et après ça, je peux le mettre du coup dans le moteur et avoir le personnage jouable une fois. Et du coup, tu fais aussi les assets. Par exemple, dans le jeu, il y a plusieurs tenues. Ouais. C'est toi qui les texturises aussi, qui fait tout ça. Je fais pas toutes les tenues, j'en ai fait un bon paquet, mais pas toutes. Ok. Là, en gros, dans la team Kara, au plus haut, on était 4. Donc il y a Amandine qui, elle, va s'occuper que des cheveux. Ouais. Donc elle va faire du coup tout, groom. les cheveux, Ouais. barbe, etc. Le groom, ouais. Ouais. Il va y avoir Armande qui, elle, va faire le squelette du personnage pour pouvoir le bouger en fait. Pour pouvoir l'animer, d'accord. Voilà. Ok. Parce que moi, là, en l'état, il peut pas bouger. Oui, toi, c'est une image pour Ouais, l'instant. enfin, c'est un modèle Enfin, 3D. c'est un modèle, ouais, voilà. Et même, elle va aller plus loin que ça. Elle va pouvoir rajouter de la physique, des trucs et tout qui vont bouger tout seul dans le moteur. Ok. Tu parlais de l'art. C'est vraiment le point, le débat central du jeu. Enfin, que ce soit la musique, que ce soit la peinture, que ce soit tout, que ce soit dans le scénario ou même dans ce qu'on voit à l'image, l'art est très très présent. On voulait quelque chose de vraiment unique et qui fasse ressentir un peu cet amour qu'on a de l'art et de l'originalité. Il y a beaucoup de choses qu'on retrouve souvent, des patterns qu'on trouve souvent dans d'autres jeux qui se retrouvent entre les jeux et du coup ça faisait assez longtemps en tout cas avec Nicolas, on n'avait pas vu quelque chose qui vraiment nous surprenait visuellement et c'était une volonté forte et du coup on allait chercher de plein de côtés différents. Évidemment on s'est pas mal documenté visuellement sur déjà la période de la Belle Époque, qui étaient les artistes influents à cette époque-là et notamment avec le mouvement Art déco qui a commencé à ce moment-là et qui était très 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 présent et qui est très présent dans le jeu aussi. Et oui, c'est mélanger ça avec un peu cette fascination du beau et de l'original. Et ça, Nicolas a été extrêmement doué pour arriver à mélanger en fait plusieurs influences et ressortir quelque chose de vraiment unique. Et Nicolas, il a un travail sur les couleurs qui est digne des plus grands peintres. Vraiment, c'est ultra impressionnant quand il fait ses concept art et c'est vraiment ça qui a drivé toute la vision visuelle du jeu et qui nous a permis de sortir un jeu avec cette patte que les gens ressortent artistiquement très très forte. C'est qui ton personnage préféré? Ouf. Celui que tu as préféré faire? Ah, ça se bat entre Esquier et Monaco, je pense. Esquier, qui est un personnage quand même vachement central dans le jeu. Ouais. Combien de temps t'as mis tu reçois le dessin à il est game ready? Combien de temps tu prends pour faire ça? Je pense qu'Esquier, ça a dû me prendre 2 semaines, 1 semaine et demie peut-être, un truc comme ça. D'accord. Je dirais, environ. Hein. Là, Ouais. j'ai pas le... Ouais, on doit être à peu près sur cette timeline-là, en vrai. Et du coup, ça fait quoi pour toi en tant qu'artiste de voir, de finalement voir Esquier être animé, alors que tu vois, t'as passé 1 semaine et demie dessus, de le voir être animé, puis plus largement de le voir être super apprécié par les gens, par la commu, ça t'a En fait fait, de le voir animé, déjà, c'est un peu marrant. Ouais. Mais en fait, c'est surtout de voir... Là où ça devient vraiment impressionnant et très cool, c'est quand les gens s'approprient les persos. Ouais. Là, par exemple, en fait, Maël, Gustave, Verso, tout le monde, en fait, j'ai l'impression qu'ils sont plus du tout à nous, en fait. Ouais. C'est vraiment, ça y est, ils sont jetés dans le monde et Ouais. ils vivent d'eux-mêmes, en fait, grâce aux gens qui font des fanarts, qui font des cosplays. tout, en fait. Ok. Et du coup, il y a un peu ce sentiment de dire, putain, en fait, c'est vraiment devenu des persos réels, en fait. Ils Ouais. nous appartiennent plus du tout, mais en fait, le truc est... Ça fait peur un peu ou pas? Ouais, il y a une certaine pression quand même. Hein. Le jour du reveal trailer, moi Ouais. j'étais pas serein. On a parlé des images, maintenant il faut qu'on parle de la musique, parce que la musique, je pense que vous l'avez vu aussi sur les réseaux, c'est vraiment l'un des points dominants du jeu, en tout cas, enfin l'un des points qui a fait que les gens ont le plus kiffé ça.
Est-ce que tu peux me raconter un petit peu comment est-ce que vous avez travaillé cette musique qui est quand même vachement intense? Je veux dire, il y a des gens là, je connais beaucoup de joueurs, la bande-son de Clair Obscur, c'est leur bande-son dans le métro ou dans leur vie, quoi. Ouais. Alors là, je vais parler de mon côté parce que je ne suis pas le compositeur. Du coup, le compositeur, c'est Lorien Testard. Mais en tout cas, Lorien, c'est le 3e à être arrivé sur le projet depuis le tout début, donc même avant que la boîte existe. Il y avait vraiment une volonté très forte de ma part de construire l'univers musical en même temps que l'univers du jeu. Je trouve qu'il y a beaucoup de jeux qui, au final, rajoutent un peu la musique par-dessus à la fin, sans vraiment prêter attention à ce que ça correspond intimement, est-ce que c'est intimement lié à tout le reste. Moi, ma vision, c'était plus, il faut que la musique se construise en même temps que le jeu. C'est ultra important et ça donne tellement une âme et c'est tellement fondamental pour moi dans un jeu la musique que du coup, Lorien est arrivé très très tôt. Et en fait, ça lui a permis de vraiment vivre avec nous dès le début la construction des personnages, de l'univers, de l'histoire, des antagonistes, des niveaux eux-mêmes, de la direction artistique et tout ça. Et du coup, il connaissait tellement tout par cœur et bien. Il a eu tellement de temps aussi pour du coup produire la bande originale qui a pris 5 ans, que ça lui a vraiment permis de créer quelque chose, et ça se sent, qui soit aussi viscéral et intimement lié à l'univers du jeu. Et du coup, je pense que c'est ça, et rajouter à ça par-dessus Alice Duport-Percier, qui du coup interprète l'essentiel des musiques du jeu, pareil, qui était impliqué très très tôt, 6 mois, 1 an après Lorien, et qui du coup pareil aussi était ultra impliqué dans tous les aspects du jeu, et avec Lorien du coup ils ont pu composer ces musiques qui parlent de l'histoire sans vraiment en parler. Lorien a aussi inventé un langage complet, fictif, qui est traduisible dans les musiques, voilà, c'est pour vraiment les gens qui se donnent. Mais voilà, en tout cas depuis le début il y a vraiment cette volonté très forte de lier la musique à tout le reste du jeu, ce qui n'est pas une façon traditionnelle de faire, mais qui était une façon qui, en tout cas, moi, me tenait beaucoup à cœur. 3,3 millions de ventes en 33 jours. Comment est-ce que vous le vivez, vous, en tant que petit studio qui vient de se créer? Ouais, nous, je pense qu'on réalise toujours pas trop encore maintenant ce qui se passe, encore maintenant, 2 mois après. Ça nous paraît très surréaliste. Justement, il y a eu la Japan Expo il n'y a pas longtemps. On a vu en vrai beaucoup de gens justement déverser leur amour du jeu avec des cosplays, qui venaient parler à l'équipe avec des étoiles dans les yeux en me disant que le jeu les avait vraiment bouleversés. C'est quelque chose de très très fort et je pense qu'on s'y attendait tellement pas à ce point-là que c'est quelque chose qui aujourd'hui, on s'y est un peu plus habitué, on est un peu moins sur notre nuage, mais on reste quand même très très surpris encore de tout ce qui se passe autour du jeu et de l'engouement qui est vraiment 20 fois supérieur à tout ce qu'on espérait, quoi. Qu'est-ce que tu as préféré dans cette aventure-là? Qu'est-ce qui t'a le plus stimulé? Beaucoup de choses. Déjà l'écriture, moi c'est un peu mon domaine de base, donc juste écrire des dialogues pour tous les persos et voir enfin le déroulé de l'histoire, l'introduction de personnages, sans spoiler, mais l'introduction de personnages plus complexes, notamment à la fin de l'acte 1. C'était tellement un bonheur à écrire et à imaginer et à juste se projeter dans ces personnages. Ouais, ça fait mal, hein. Je tiens à le dire, ça a fait mal. C'est fait pour. Mélangé à ça, une fois qu'on a fait les premières sessions de motion capture, on a vu les persos prendre vie, puis en rajoutant les voix par-dessus. Enfin, c'est toute la partie vraiment création des personnages qui pour moi était le plus fort, et la partie aussi réalisation. Juste de faire toutes les cinématiques et de donner vraiment vie et corps à tout ça, la patte finale. Voilà. Moi, ce que j'aime, c'est raconter des histoires. Évidemment, je suis très attaché au gameplay. Voilà, c'est vraiment le jeu auquel j'ai toujours voulu jouer toute ma vie. Mais la chose la plus forte pour moi, c'est d'avoir cette création d'univers en tandem avec l'ADA et la musique. C'était vraiment personnellement très très touchant de voir ça prendre forme à la fin et me dire on est arrivé, quoi. Ouais, ça y est. Bon, ça y est, on est sorti du studio. Le manoir était incroyable, les gens étaient tout autant incroyables. C'est dingue de se dire qu'ils ont réussi à créer ce jeu avec une équipe seulement de 30 personnes. C'est minuscule pour un jeu de cette envergure.
Donc bravo à eux, GG à eux, le succès est là, le succès est mérité. Si ça vous intéresse de voir un petit peu comment sont faits des contenus audiovisuels comme des jeux vidéo ou des séries, j'étais également allé voir l'équipe de Fortiche Productions. C'est un studio de développement français qui est en fait derrière la réalisation de la série Arcane, qui a été faite en collaboration avec Netflix et qui s'inspire de l'univers de League of Legends. La vidéo, elle est juste là, je vous invite à aller la voir si c'est pas déjà fait. Et puis moi je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à une prochaine pour un nouveau format. Ciao!